Écoutez, toutes et tous, merci beaucoup de votre présence. Nous allons passer 3 quarts d'heure ensemble sur un sujet que je trouve très intéressant sur la façon dont ça a été nominé. Nous allons rendre visible l'invisible. Et pour ce faire, 2 intervenants à nos côtés. Delphine Alrivi. Merci Delphine d'être présente. Vous êtes chargée des outils techniques d'études au service patrimoine du CEDIF. Et merci Yann Ezan Bonjour. pour Xylem. Vous êtes Business Development Manager pour la société Xylem. Alors, moi, je vais vous laisser tout de suite la parole parce qu'on a très peu de temps pour présenter évidemment ce retour d'expérience autour du contexte qui a fait que Xylem et CEDIF ont travaillé ensemble. Et puis, vous allez nous présenter les retours d'expérience. Je vous laisse la parole et il me semble qu'il y a encore des micros ouverts et je vais m'occuper de fermer les micros. Merci beaucoup. À vous la parole. Très bien, merci. Je ne sais pas si tout le monde arrive à bien nous entendre et à bien la vision sur notre présentation. Donc voilà, on va refaire un petit peu le point d'abord sur le contexte historique de ce projet. Donc on va échanger ensemble avec Madame Alrivi pour essayer de vous présenter au mieux cette inspection qui a été réalisée. Donc peut-être vous laisser d'abord peut-être la main sur cette partie-là pour la présentation du CEDIF pour faire un petit point plus sur votre périmètre. Sans problème. Donc, une petite présentation rapide du CEDIF. Donc, le CEDIF représente actuellement plus de 4 millions d'usagers de la région Île-de-France. Il dessert donc 135 communes sur les 7 départements de la région francilienne. Donc, ce sont celles qui sont matérialisées en bleu sur la carte. Et le réseau de transport, donc les canalisations les plus importantes supérieures à 300 mm, représentent environ 800 km. Et les quasi 3/4 de ce réseau sont constitués de canalisations en béton armé à Amantol, donc en Bona. Très bien, merci pour cette précision. Donc après, on va faire un focus un peu plus particulier sur la conduite donc, qui a été inspectée. Pour reprendre un peu le point, donc là, on est entre Gagny et Livry, donc sur le 93. Alors, vous voyez sur cette petite carte, il y avait une longueur de 4,1 km, même pour être précis, de conduite. Donc, du coup, on retrouve cette canalisation en Amtol qui date des années 58, conduite du coup qui est en diamètre 600. Et sur cette conduite-là, enfin, de toute façon, sur l'intégralité de ce réseau-là, c'était aussi un partenariat, étant donné que vous êtes propriétaire du réseau et que l'exploitant en charge de cette canalisation-là est donc le VEDIF. C'est bien ça? Oui, c'est exact. OK. Donc, le principe en fait de cette inspection était de tester et d'évaluer du coup les nouvelles technologies, donc du Pure Technology, et également compléter les informations que l'exploitant avait localement lui pu relever au gré des différentes premières réparations ou alertes qu'il avait pu avoir sur le réseau. Oui, c'est ça. En fait, l'intérêt du CEDIF, c'était porté sur cette technologie pour son caractère innovant, car ça permettait de maintenir l'alimentation en eau pendant la durée de l'inspection, et également pour essayer d'assurer un renouvellement ciblé sur les portions les plus critiques, car effectivement, cette canalisation a été prévue d'être renouvelée, mais dans sa globalité, sans forcément faire de distinction entre les parties qui pouvaient encore rester en service et celles qui méritaient un renouvellement plus rapide. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de distinguer les parties, en tout cas la temporalité de remplacement des différentes parties de la canalisation. OK, très bien. Du coup, on va commencer donc, du coup, à détailler un peu plus les différentes technologies qui ont été mises en place sur cette conduite. Donc, dans un premier temps, on a fait passer l'outil qu'on appelle Smart Ball, qui est une balle intelligente qui est, donc, du coup, roule à l'intérieur du réseau. C'est ce que vous voyez un peu sur le diagramme en dessous. Donc, dans la configuration du CEDIF, la conduite était en fonctionnement et elle n'a pas été arrêtée pendant la phase d'inspection. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait une insertion sous pression par le biais d'un piquage qui avait été créé à l'occasion. Tout au long du parcours, vous avez tous les en moyenne 1 km un capteur qui permet de raccorder une balise GPS et de contrôler du coup, le positionnement et la vitesse du robot à l'intérieur de la conduite. Donc, on la suit en temps réel. C'est vraiment très intéressant pour pouvoir s'assurer qu'on a des passages de vannes papillons, ce qui était le cas notamment sur ce réseau-là. Une fois que la Smart Ball a fini de parcourir le linéaire inspecté, on a également donc, du coup, procédé à une récupération sous pression, la conduite toujours en fonctionnement, avec un sas d'étanchéité qui voit un équivalent de filet en fait, qui est déployé à l'intérieur du réseau. On contrôle physiquement par 2 caméras la bonne réception de la Smart Ball. Une fois que visuellement la position de la Smart Ball est validée, on peut extraire la conduite
et on la laisse de toute façon en fonctionnement. Il faut savoir que donc, la Smart Ball détecte à partir de 0,1 litre par minute les fuites, donc c'est vraiment très fin, c'est l'équivalent d'une tête d'épingle. On va donner les coordonnées GPS de ces fuites-là, mais on va également être capable d'identifier, si besoin ou s'il y a les poches d'air qui peuvent être présentes dans le réseau. Voilà, je ne sais pas si de votre côté, vous avez des points complémentaires à faire sur le détail, en tout cas, du process Smart Ball. Non, sur le détail du process, c'est assez complet. Après, si on se place pour illustrer peut-être un petit peu plus la diapo de manière plus concrète, comme vous l'avez dit, il a fallu créer les accès pour à la fois insérer et extraire les différents outils et aussi également pour positionner les capteurs. Car donc, comme c'est bien dessiné sur la diapo, les capteurs doivent être au contact direct de la canalisation. Donc, ça a nécessité de mémoire 5 fouilles spécifiques pour ces instruments-là. Ouais, parce que voilà, spécificité du réseau CEDIF, c'est important de le préciser. Milieu très urbain, et donc toute la conduite et les accessoires sont tous enterrés. Il n'y a pas de chambre d'accès sur la canalisation. Ça peut exister, mais effectivement, il n'y en avait pas sur celle-ci en tout cas. Voilà, c'est assez rare en tout cas sur le réseau du CEDIF. Exactement. Donc, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est directement maintenant de passer au résultat de cette inspection. Donc, là, c'est une extraction directe du rapport qui a été fait. Donc, là, vous avez en bleu le linéaire qui a été inspecté. On retrouve en jaune les petits capteurs donc du coup de tracking du robot que l'on retrouve positionné ici, et en bleu les fuites qui sont détaillées. Donc pour rappel, on était sur un tronçon de 4 km. Là, on a identifié 5 fuites. Alors, il y a un petit challenge qui avait été lancé avec du coup, le propriétaire et l'exploitant. C'était également de générer une fausse fuite pour montrer la pertinence de l'outil. Et ça nous permet aussi de recalibrer éventuellement les différentes informations. Donc, sur l'ensemble de ces fuites-là, du coup, il y a des fuites qui étaient liées à des accessoires qu'on a pu identifier. C'est aussi la force de la Smart Ball, c'est qu'on va être capable d'identifier si les fuites elles sont liées à une fuite sur le tronçon ou une fuite de joint ou une fuite liée à un accessoire. Et en l'occurrence, les fuites d'accessoires sont des fuites qui ont été générées pour du coup challenger les équipes de technologie, mais également pour calibrer l'outil. Donc voilà, là vous avez les différents résultats. On va être capable du coup d'identifier également la taille de la fuite. Ça peut être intéressant pour prioriser les différentes interventions. Et ensuite vous allez avoir des depuis des poids remarquables, des accessoires qui sont tenus par le propriétaire du réseau. Donc, ce qui est également capable de faire avec la dernière génération de Smart Ball, je vais enchaîner directement, mais Madame Alrivi, n'hésitez pas si vous voulez refaire. Peut-être après apporter quelques précisions sur les fuites, puisque on vous dira si on les a cherchées, trouvées. Voilà. Très bien, ça sera l'occasion. Je me permets du coup de rajouter sur la dernière génération de Smart Ball. On a également, je ne sais pas si vous voyez là sur le côté, je vais voir si je peux essayer de prendre le laser. Voilà, ici, là, vous avez donc, du coup, maintenant les coordonnées GPS de la fuite. Donc, c'est vrai que ça permet directement du coup, à l'opérateur qui est en charge d'aller identifier la fuite, la capacité de se positionner directement à l'aplomb sur la fuite identifiée. Vous voyez, traditionnellement, on avait donc, du coup, des notions de distance. Et là je sais que l'exploitant, à l'époque, avait un système de corrélateur qu'il positionnait sur les bouches à clé. Et là, la distance, par exemple, est trop loin pour la portée des outils traditionnels. Donc là, ça montre la pertinence de l'outil Smart Ball qui permet donc, du coup, de coordonner, directement d'avoir les coordonnées GPS et de pouvoir trouver la fuite positionnée sur le réseau. Si vous voulez, on peut détailler un peu celle-ci. C'est l'occasion, vu que du coup, on a la carte. Tout à fait. Alors, donc, oui, celle-ci, c'est la première qui a été trouvée sur le cheminement des instruments, la deuxième qui a été investiguée dans l'ordre chronologique. Donc, on a bien trouvé la fuite. Un des enjeux était sa localisation précise, parce que vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais on est en bordure entre une route plutôt passante et trottoir espace vert. Donc la question était où est-ce qu'on commence à creuser, où est-ce que comment on se débrouille pour l'arrêter de voirie, voilà, tout le poids des obligations administratives qui pouvaient aller avec. Et donc la fouille a été réalisée et la fuite a bien été trouvée au mètre près par rapport aux indications remontées par la Smart Ball. C'est-à-dire que moi, le délégataire m'a indiqué qu'il l'avait trouvée à 36 mètres du point de repère qu'on lui avait fourni. Et voilà, sur la fiche, on est à 35,3 mètres, donc on était assez précis, ce qui a permis de ne pas faire des fouilles monumentales et d'être assez chirurgical dans la précision. Et donc la fuite était effectivement là, il y avait bien une fuite sur ce tronçon à cet endroit comme relevé.
Et du coup, je rebondis aussi. Moi, j'ai vu les photos des travaux réalisés. Et du coup, de ne pas faire un blocage complet de la route et de du coup laisser Exactement. l'accessibilité à la voirie. C'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir cette Recording in progress. Alors, j'ai un Larsen, je sais si c'est bon. Ouais. Ok, ça doit être bon. Donc voilà, petit rappel, si vous pouvez tous penser à couper vos micros pour éviter qu'on ait des interférences. Merci à tous. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on reparle aussi du coup de la deuxième fuite qui était quasiment positionnée là au niveau de la vanne papillon que l'on a ici. C'est ça, on s'est retrouvé dans les mêmes possibilités. Alors là, on avait un peu moins de contraintes parce qu'on était totalement en espace vert, sauf qu'on était assez profond de mémoire. La canalisation à cet endroit-là se trouve à 3,80 m sous le terrain naturel, avec un terrain naturel en pente. On était au droit d'un bâtiment, donc pareil, des travaux importants pour aller réparer la fuite. Et l'avantage justement d'être assez précis justement dans ces travaux et de ne pas avoir à retourner l'ensemble de la parcelle pour trouver. Là, j'avais noté, voilà, j'avais noté le type de fuite. Voilà. Donc là-dessus, on avait un béton plutôt en bon état, mais une faible épaisseur de lame-tôle qui a été relevée, et la fuite elle-même, on avait un tuyau ouvert sur une largeur de 3 cm sur la génératrice. Donc quand même quelque chose d'assez important. Et sur l'autre, j'avais pas pensé à vous le dire, c'était une rupture circulaire. Ok. Très bien, donc voilà. C'est vrai que l'intérêt là, sur la partie inspection SmartBall pour ce projet-là, c'était de pouvoir faire ce linéaire rapidement, pouvoir l'inspecter sans arrêt d'eau, et du coup pouvoir positionner et rapidement avoir l'accessibilité aux conduites, en tout cas la connaissance des positions des fuites. Donc comme vous le voyez, là c'est un milieu très urbain, donc si des travaux sont à réaliser, c'est toujours intéressant de savoir déjà en amont quelle est la nature de ces travaux-là. Est-ce qu'il faut s'attendre à simplement remplacer un accessoire, une vanne, ou est-ce que c'est une fuite réellement sur le tronçon? Ça permet aussi d'anticiper et de préparer un petit peu les premiers travaux à mettre en place, ou en tout cas pour comprendre l'accessibilité à la conduite qu'il faut dégager. Du coup, juste pour préciser, ce sont donc les deux seules fuites qu'on a trouvées, puisque effectivement, il y en avait deux autres qui étaient donc simulées volontairement par le délégataire, donc ça c'était bon, et une qui avait été repérée. On soupçonne après enquête que ce soit un organe qui était mal fermé au moment de la spécialisation de la canalisation, puisqu'on n'a rien trouvé de plus avec des investigations complémentaires. Voilà, c'était une fuite liée à l'accessoire, et effectivement, au moment du passage de la SmartBall, il a dû rester ouvert, et après, apparemment, par les équipes, ça a été directement identifié, donc du coup, réglé. Tu as raison de le préciser. Je continue du coup sur la deuxième partie de l'inspection, parce que le but, c'était aussi de faire une analyse structurelle de la canalisation. Donc là, on était plutôt sur une partie, on va dire, plutôt curative. Là, on va être sur du préventif, c'est-à-dire qu'on va essayer d'anticiper des déformations ou des usures prématurées ou pas de la conduite, pour du coup avoir ce schéma directeur peut-être de remplacement ou non de la conduite, ou en tout cas peut-être de façon partielle. Donc pour ça, voilà, deuxième technologie. Donc là, on est sur un autre on va dire, robot d'inspection qui s'appelle le Pipe Diver. Donc le principe d'inspection que l'on a fait sur le CEDIF est exactement ce que vous voyez là sur ce diagramme. Donc insertion sous pression du robot. Alors pour vous donner une notion d'échelle, le tube de lancement fait à peu près 3-4 mètres de haut, alors que le tube de récupération fait à peu près 7 mètres. Donc il y a des chambres qui ont été également créées, comme on disait tout à l'heure. Donc on a repris les mêmes positionnements des chambres. On garde les capteurs de position également, les mêmes utilisés que pour la partie SmartBall. On injecte le pipe diver à l'intérieur, et donc lui avance aussi avec la vitesse du courant. Et on va donc du coup là dans cette configuration sur des conduites en Bona être capable de détecter le nombre de ruptures de bras métalliques qu'il y a à l'intérieur de la canalisation. Par rapport au diamètre identifié, le pipe diver ne pouvait pas lui détecter la perte d'épaisseur de lame tôle, mais s'il y avait une perte d'épaisseur et du coup un trou, la SmartBall pouvait prendre le relais. Donc, ça permettait du coup d'avoir cette complémentarité de robot. Donc sur le principe, pour essayer de vulgariser un petit peu le principe de fonctionnement du pipe diver, on scanne la conduite, et on va être capable d'identifier les joints et donc du coup d'identifier les tronçons. Donc on va donc du coup identifier tronçon 1, 2, 3, pas de défaut majeur, aucune anomalie particulière. Et donc là, si on prend ce tronçon numéro 4, on va être capable d'identifier une déformation soit d'un champ électromagnétique, donc là c'est pour les conduites en béton, c'est ce qu'on a fait pour le CEDIF, mais on est également capable de faire sur des conduites dites métalliques, donc fonte ductile, fonte grise, et donc du coup d'identifier la corrosion interne ou externe sur la conduite, et donc du coup après de vous donner son positionnement sur la circonférence de la conduite, et donc du coup savoir par quel biais ou par quelle accessibilité vous avez besoin d'opérer pour identifier ces défauts, capable de mesurer également l'ovalisation de la conduite. Voilà, toutes ces informations-là sont pertinentes pour connaître l'état structurel de la conduite,
Donc, j'en ai fini pour la présentation technique. Si c'est amène des questions, surtout n'hésitez pas après sur le chat ou sur la partie qu'on va vous dédier en fin de présentation pour revenir sur ce point-là. On a déjà plein de questions, Yann. Ah, pardon. Mais non, mais continue. Je suis sur ma lancée, j'y vais. Elles sont dans la discussion, je les verbaliserai après, mais il y a déjà 7 ou 8 questions qui sont arrivées. Bon, bah, très bien. Donc là, on va refaire un focus plus particulier donc, sur les résultats. Donc là, on retrouve le linéaire inspecté que l'on a vu ici. En jaune, donc, ce sont toujours les mêmes balises qui sont positionnées pour faire le tracking. Donc c'est pareil, on sait en temps réel à quelle vitesse avance l'outil, on sait où il se positionne, et ça nous permet du coup de contrôler des points stratégiques comme des passages de vannes papillons, savoir du coup s'il est bien passé à l'intérieur de cette réduction de diamètre et qu'on du coup procéder à l'extraction. Sur ce linéaire-là, donc là, vous avez en fait 680 tronçons qui ne présentent pas d'anomalie et simplement 3 tronçons qui ont présenté donc, des ruptures de spire. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va être capable aussi d'aller détailler ce niveau d'information-là. Donc, vous avez en fait sur le rapport, ensuite, vous avez donc, alors, ce sont les petits points rouges que vous voyez ici, ce n'était pas forcément évident. Là, il y a un point rouge et ensuite en bas, il y a 2 points rouges qui sont collés, donc c'est pour ça que ça paraît un petit peu plus gros. Donc, c'est un jeu de code couleur en fait, qu'on renseigne sur un SIG avec le positionnement exact des tronçons. Et donc là, vous avez les numéros de référence des tronçons. Donc là, vous avez le numéro 46 et le numéro 47 donc, qui sont collés. Sur ces tronçons-là, on a identifié qu'il y avait 5 brins, 5 ruptures de spire sur ces tronçons-là, et également 5 ruptures de spire sur donc, un tronçon qui est plus lointain, qui est donc du coup le 174. Voilà pour la partie information que nous a remonté donc, du coup, le pipe diver. Madame Adrivi, je vais peut-être vous laisser prendre la main sur du coup comment vous avez accueilli ces informations-là et comment du coup vous avez enclenché ou en tout cas programmer des éventuelles réparations ou rénovations du réseau. Donc l'accueil de ces informations, donc, pour les fuites, les actions enclenchées ont été des investigations complémentaires, donc essentiellement par la réalisation de fouilles, en s'étant assuré au préalable qu'on était au bon endroit et qu'on avait des indices qui corroboraient avant de mettre en place des chantiers aussi importants. Et pour ce qui est des tronçons sur lesquels on a constaté des ruptures de spire, ceux-ci présentent un linéaire vraiment très très faible sur la totalité de la canalisation, parce qu'il faut savoir qu'un tronçon de Bona, tel qu'on en parle ici, c'est 6 mètres de canalisation. Donc voilà, on est à 12 mètres et 6 mètres de manière très ponctuelle située sur la canalisation en milieu très urbain. Donc on a quand même un linéaire de 4 km plutôt en bon état, voire en très bon état. Donc il a été décidé de ne pas procéder à l'opération de renouvellement qui avait été initialement prévue et plutôt de surveiller ces 3 tronçons avec des ruptures de spire, en sachant dans quel état ils étaient actuellement et en suivant leur évolution par la suite. Ok. Très bien, merci pour ces informations complémentaires. Donc, après, on peut refaire un peu un point sur la partie inspection. Donc, je ne sais pas si tout le monde avait pu voir, je sais qu'il y a une… Hop, je vais peut-être me permettre de baisser le son. Une vidéo qui a été réalisée lors de cette inspection qui reprend un peu les différentes phases qu'on a essayé de vous détailler ce matin, donc avec la partie calibrage des conduites en Bona, la partie Smart Ball et la partie Pipe Diver. Donc voilà, je vous encourage du coup à aller pouvoir consulter cette vidéo-là qui est donc sur la chaîne YouTube du CEDIF, si je ne dis pas de sottises. Oui, c'est ça. Oui, elle est toujours accessible. Voilà. Et donc, du coup, vous avez la possibilité d'aller reprendre un peu le point sur l'intérêt de cette inspection. Donc, en résumé, voilà, donc 4 km de réseau, DN600 Bona, en plein centre donc, du coup, de Gagny-Livry. 2 fuites réellement identifiées et une qui a été réglée tout de suite parce que c'est un accessoire qui était sujet en fait, à une ouverture, on va dire, hasardeuse pendant l'inspection. Et ensuite, donc, sur les 3 tronçons inspectés, sur le linéaire inspecté, seulement 3 tronçons qui présentent seulement, on va dire, 5 ruptures de spire. Alors, pour le coup, félicitations au CEDIF parce que ça nous baisse notre moyenne internationale de retour d'expérience sur les conduites. C'est-à-dire que nous, en moyenne, on a plutôt… sur un linéaire inspecté, on est entre 5 et 10% du linéaire inspecté qui nécessite réellement des interventions ou en tout cas une expertise ou en tout cas une vigilance haute. Bon, là, félicitations, vous avez baissé la moyenne internationale, donc vous êtes à 0,44% du linéaire. Donc, c'est vrai que dans une gestion patrimoniale, j'imagine que c'est toujours intéressant pour vous d'avoir cette expertise-là et savoir du coup peut-être déplacer ce budget-là sur une autre conduite ou peut-être entamer d'autres investigations pour, au fur et à mesure,
j'ai envie de dire, valider l'état des réseaux et se projeter sur les prochaines années pour contrôler la durée de vie des différentes conduites. Oui, effectivement, mais de toute façon, l'intérêt, c'est que ce qui n'aura pas été investi ici, puisque pas forcément nécessaire à court terme, sera forcément réinvesti dans une autre opération de renouvellement, puisqu'on a de quoi faire avec la longueur de notre réseau. Donc voilà, ça sera l'optimisation des investissements à un endroit où ça sera plus intéressant et comment dire, plus efficient en termes de rendement, si on peut dire, mais en termes de possibilités, on va reporter ça ailleurs, quoi. Ok, très bien. Je profite du coup aussi de l'audience pour rappeler que ce type d'inspection-là est sujet aussi à des financements de la part des différentes agences de l'eau locales. Sachez que donc, du coup, dans ce 11e programme qui est en place, il y a différents items, et notamment, ça participe à la meilleure connaissance du réseau, à l'augmentation du rendement des canalisations. Donc, je vous encourage aussi à vous rapprocher de vos différentes agences de l'eau locales si vous voulez avoir plus d'informations sur quel niveau de financement vous pouvez attendre. Mais voilà, c'est une aide intéressante, je pense, pour toutes les collectivités et propriétaires de réseaux. Je me permets d'intervenir, Yann et Delphine. Bien sûr. Je ne sais pas si vous aviez encore d'autres éléments à apporter, mais on a beaucoup de questions et je trouve que ça serait, si vous aviez encore des éléments, pardon, terminez votre intervention. Sinon, j'aurais beaucoup de questions à vous poser. Il y en a au moins 7 ou 8 et il faudra répondre à nos auditeurs en ligne. Voilà. Pour ma part, c'est bon. Enfin, je suis ouvert aux échanges. Je ne sais pas si Madame Alrivi, c'est pareil pour vous. Il y a peut-être des précisions complémentaires Non, de la même manière. Puis je pense que si jamais il y avait des précisions qui manquaient, ce serait sûrement le sujet des questions. Donc, ça sera aussi intéressant d'en débattre directement. Exactement. Parfait. Alors, la première question que je pose plutôt à toi, Yann, pour les smart balls, est-ce qu'il y a un diamètre minimum de canalisation? Alors oui, l'outil, alors là, tel que vous le voyez, là, c'est la forme, on va dire, moyenne. Donc, pour expliquer un peu le cahier des charges, diamètre 300 et au-delà si vous avez des vannes papillons sur votre réseau. Si vous n'avez pas de vannes papillons sur votre réseau, on est éligible à une inspection jusqu'à une conduite, à partir d'une conduite en diamètre 150. C'est clair, Voilà. nickel. Ça, c'est Eric Fila qui a posé cette question. Très bien. On a une autre question. Alors là, pour le coup, elle est plutôt budgétaire. Quel est le budget à prévoir pour une inspection de 4 km comme présenté? Donc, Alors, tel que présenté, Delphine, vous pouvez répondre, bien sûr. Tout à fait, oui, bien sûr. Alors, tel que présenté, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça inclut à la fois l'inspection par les outils dont on a parlé et également tous les travaux de préparation pour pouvoir réaliser cette inspection. Dans notre cas, ça a été donc la création de 2 chambres, entrée et sortie des canalisations, avec à chaque fois mise en place d'une vanne spécifique pour créer l'accès, puisqu'on n'en avait pas aux endroits nécessaires, plus la création des 5 fouilles pour accéder à la canalisation. Alors, les 5 fouilles ne sont pas forcément, budgétairement parlant, très importantes, mais en termes de temps, s'il y a un petit conseil que je peux rajouter, c'est que ça nous a permis aussi de fiabiliser la position de la canalisation, puisqu'on a parfois un petit peu cherché la canalisation en X, Y et en Z, qui était, alors on savait où elle passait, mais quand on a mis l'appel, c'était pas forcément à l'endroit du plan, étant donné qu'elle a été posée en 1958 et que l'environnement a pas mal évolué. Et juste pour faire un petit comparatif, l'opération qui était prévue de renouvellement sur cette canalisation, c'était seulement 1400 mètres, à peu près au centre de ce qui a été inspecté, et on avait plusieurs millions d'euros de prévus. Donc on a un gain certain à avoir fait cette inspection plutôt que de renouveler l'opération sans avoir été chercher les informations. Merci beaucoup, Delphine. Un complément, Yann, sur ce sujet budget ou pas? Oui, alors les éléments que nous, on a, alors ça va effectivement dépendre des pays. On sait qu'une moyenne qui est apportée par les assises de l'eau, on sait que le renouvellement d'une conduite, c'est entre 600 et 800 000 euros le kilomètre. Ça va dépendre évidemment des matériaux, ça va dépendre aussi si c'est très urbain ou est-ce qu'on est du coup plutôt en milieu en race campagne. Ce qui est intéressant, nous, ce qui ressort aujourd'hui par rapport au retour sur investissement, c'est qu'on est en dessous des 10% du coût estimé du renouvellement de la conduite. C'est-à-dire que faire une inspection ne coûte que le 10% généralement du montage financier qui était censé être alloué pour le renouvellement de la conduite. Donc, ça reste financièrement intéressant et vous savez réellement du coup après où est-ce que vous devez intervenir plutôt que de remplacer, je dirais pas malheureusement des fois à l'aveugle, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on a des doutes sur certains points. Maintenant, nous, ce qu'on remet en cause, c'est que l'intégralité du réseau n'est pas remplacée. C'est d'où l'intérêt de faire ce niveau d'inspection.
Et je rebondis aussi rapidement sur ce que précisait Mme Alrivi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil SmartBall est équipé de nouvelles générations de gyroscopes et d'accéléromètres. Donc, on est capable de faire une cartographie de la conduite en X, Y, Z, ce qui permet du coup de renseigner et de compléter les SIG des différents propriétaires des réseaux. Ouais, c'est important. Et j'ai d'autres questions, mais je revenais peut-être vers Delphine, parce que vous parliez de coordonnées X, Y, Z. Si vous aviez un conseil à donner à un exploitant, enfin, ou à une collectivité pour l'utilisation de tous ces services-là, évidemment, il faut travailler sur les coordonnées, le X, Y, Z. C'est ça? Disons que c'est un plus, ça évite le moment venu de chercher. Après, on a aussi des surprises, même en sachant bien la connaissance qu'on a de notre réseau, mais c'est vrai que ça peut avoir une influence. Si vous commencez à pas creuser au bon endroit pour réaliser votre chambre, ça va être beaucoup plus problématique, beaucoup plus gênant à gérer avec l'ensemble des interlocuteurs extérieurs, parce que là, il faut voir, comme on disait, qu'on était en milieu urbain, donc avec tous les services urbains qui peuvent être connexes, les réseaux de bus, les mairies des villes concernées, enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses. Donc oui, effectivement, connaître sa canalisation, même son matériau, là, il s'est avéré que on résume rapidement que la canalisation est en Bona sur tout son linéaire, mais on a trouvé aussi, grâce à l'inspection et avec des plans qu'on a pu récupérer en fouillant, qu'on avait certains passages, par exemple, en acier sur Ah oui, certains d'accord. linéaires, voilà, pour des pièces spéciales, pour des choses comme ça. Donc, on affine forcément. Enfin, il faut avoir quand même une première connaissance, mais on va de toute façon aller plus loin avec ça en termes de recueil d'informations. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question, là, je la verbalise directement euh, par rapport à votre présentation. C'est quel est le diamètre des ouvrages pour installer les capteurs GPS de la Smart Ball? Donc, en contact direct avec la canalisation, si moi j'ai bien compris et si l'auditeur a bien compris. Alors, le capteur en soi, il est très petit, hein, il fait à peu près 5 par 5 en termes de dimension. Et idéalement, il faut qu'on le positionne à 3 heures ou à 9 heures sur la conduite. Donc, en fonction de l'accessibilité, si c'est une chambre avec la conduite qui passe à l'intérieur, c'est très simple. Du coup, on vient simplement nettoyer la surface et on colle le capteur. Dans d'autres configurations, du coup, il n'y a pas d'accès à la conduite et on a besoin de positionner géographiquement le capteur à certains endroits. On peut créer une fouille, donc simplement la largeur d'une pelle mécanique. Hein, on vient positionner après le capteur et dans l'immédiat, on peut venir directement remblayer. C'est ce qui avait été fait du coup pour le CEDIF. Donc ça reste assez transparent. Une fois que le capteur est collé, on a juste un câble coaxial en fait, qui remonte à la surface et qui sert le jour de l'inspection. Après, si le capteur reste à demeure, ça ne pose aucun problème. Et ça peut éventuellement être intéressant de le laisser en place dans le cas peut-être d'un projet de réinspection peut-être dans quelques années pour voir comment a vieilli la conduite depuis la première inspection. Oui, tout à fait. Oui, juste pour préciser, du coup, effectivement, pour avoir la remontée du câble avec notre conduite qui était à 3 mètres de profondeur, on avait utilisé un système de bouche à clé, ce qui nous permet également d'avoir un repère physique si jamais on avait besoin de le retrouver. Et de mémoire, les fouilles qu'on avait réalisées, alors je crois que c'était 1 mètre par 1 mètre qui était prévu, et avec la profondeur, on a dû passer à 1,50 m par 1,50 m. Mais c'est pas beaucoup plus gros, effectivement, qu'une largeur de pelle. Yann, c'est une question à ton attention. OK. Quelle est la précision du repérage? Alors, peut-être qu'on va parler des fuites, peut-être, dans un Oui, premier ouais, temps. j'imagine, ouais, ouais. En fait, la Smart Ball va être capable de détecter normalement le positionnement de la fuite avec une tolérance entre 50 cm et 1 mètre. Et une fois que l'inspection est faite, du coup, on va connaître cette première estimation de coordonnées GPS. Donc, on va se repositionner généralement le lendemain d'inspection et on vient avec un corrélateur de surface pour contrôler le positionnement de la fuite. Si on arrive du coup à confirmer, donc à double confirmer le positionnement de la fuite et à du coup à confirmer sa position, là, on va faire un nouveau point GPS. Donc, on va être en RTX pour les habitués. Et donc, du coup, on va être plutôt de l'ordre d'une précision de 20 à 30 cm sur le positionnement de la fuite. D'accord. Je continue parce que les questions, elles tombent régulièrement, donc Très bien. j'essaie de maximiser. Est-ce que c'est utilisable uniquement sur une conduite béton? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai entendu Bona. Donc, dans ma tête, Bona, c'est du béton. Mais Ouais. voilà. Alors, pour la partie Smart Ball, on n'est pas du tout tributaire des matériaux choisis. C'est-à-dire qu'on peut même changer de matériau au cours du linéaire. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des conduites qui démarrent en béton, qui finissent après en acier, avec éventuellement d'autres modifications, même sur même les PE ou les résines, hein, même ciment, amiante, les vieilles conduites, il n'y a aucun souci. La Smart Ball n'a juste besoin d'avoir un bar de pression à l'intérieur de la conduite. Et à partir du moment où il y a un différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur, la fuite siffle et la Smart Ball, du coup, est capable de la détecter.
Ok. Pour le pipe driver, c'est pareil parce que j'avais la question sur l'amiant de ciment. Oui. Euh, Alors, sur le pipe diver, en fait, là, pour le coup, on va se consacrer sur la partie seulement métallique de la conduite, donc sur du béton précontraint ou sur du béton type Bona, donc béton armé. Nous, on va être capable d'identifier les brins métalliques, donc ce qui a commencé à casser à l'intérieur, ou si le diamètre le permet et l'épaisseur le permet de lame tôle, de détecter éventuellement une perte d'épaisseur. Sur les conduites métalliques, acier, fonte ductile, fonte grise, on va mesurer la perte d'épaisseur et son positionnement s'il est interne ou extérieur à la canalisation. Par contre, voilà, je me consacre exclusivement avec le champ électromagnétique ou un champ ultrasonique au retour d'information des parties métalliques de la conduite. Donc, si je n'ai pas de métal à l'intérieur, je ne peux pas identifier les éventuels défauts. Bah écoute, je crois que tu as répondu à la question suivante qui était la question de Charlotte De Witt, qui était pour le pipe diver, à partir de quel DN pour la détection de la perte d'épaisseur. Donc je pense que tu as répondu. Oui, alors, on peut repréciser, si on a des vannes papillons à l'intérieur, c'est un peu comme pour la Smart Ball. Vanne papillon, on va démarrer le pipe diver à partir du diamètre 600 et au-delà. Si on n'a pas de vanne papillon, on doit pouvoir descendre jusqu'au diamètre 400. Du coup, on vient réduire les diamètres des pales, parce que vous comprenez bien que du coup, la vanne papillon va diviser presque par deux la section de passage. Donc voilà, en fonction des technologies, donc diamètre 600 avec vanne papillon et au-delà sans aucune difficulté. Comment pouvez-vous faire la différence entre une déformation de conduite et une fuite réelle? Alors, je pense que là, on doit faire référence à l'ovalisation de la conduite. Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Donc, l'ovalisation de la conduite, là, nous, on va être capable de le détecter avec le pipe driver ultrasonique donc sur les conduites que métalliques, purement métalliques. Donc, en fait, on a une mesure de déformation et de l'ovalisation qui est faite avec une moyenne qui est faite par tronçon et l'ovalisation maximum par tronçon. La fuite, par contre, elle est simplement, enfin, est directement identifiée par la Smart Ball. Donc, tant que la déformation n'est pas au-delà des prérequis du constructeur de conduite, il y a une vigilance haute à avoir sur sa déformation et se rapprocher du coup du constructeur pour en connaître la résistance maximum. Sur la partie fuite, ça peut être une fuite qui a de la corrosion, ça peut être lié à un mauvais piquage, ça peut être lié à un joint qui fuit. C'est aussi ça l'intérêt de la Smart Ball, c'est qu'on est dans les conditions réelles d'utilisation. Là, en l'occurrence, on n'avait pas une très grosse pression, mais je sais qu'il y a des joints qui se mettent à fuir dans une pression réelle, alors que si on fait un arrêt d'eau, malheureusement, cette fuite-là n'apparaît pas. Donc là, pour le coup, c'est tout l'intérêt de le faire avec la conduite en mode de fonctionnement normal. C'est la dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de détérioration de la qualité de l'eau distribuée au passage de la Smart Ball, si présence de biofilm ou autre dépôt dans la cana? Alors là, je peux répondre, mais je vais peut-être laisser Mme Alrivier répondre sur l'inspection qui avait été faite. Du coup, il y avait des mesures qui ont été faites en continu pendant les phases d'inspection, notamment sur la partie chlore. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas sujet à la réglementation ACS parce qu'en fait, on est considéré de passage à l'intérieur de la conduite, donc on n'est pas sujet à cette réglementation-là. Par contre, bien évidemment, les outils sont désinfectés, vous l'avez vu pendant cette petite vidéo. On a notre propre protocole de désinfection. Maintenant, si le propriétaire du réseau ou l'exploitant a ses propres consignes, on va les respecter. Ça peut être par bain de trempe, par éventuellement pulvérisation sur le robot. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les outils sont également désinfectés, ainsi que le robot, avant de rentrer à l'intérieur du réseau. Maintenant, je vais peut-être vous laisser faire votre retour, Mme Alrévi, sur la qualité de l'eau pendant l'inspection et c'est ce qui en ressort aussi après. Alors, Si vous avez besoin de support, vous me dites. Il y a pas de... je vous laisse pas tout seul. Non. De mémoire, c'est vrai que c'était un point qui était un peu moins majeur que la gestion patrimoniale, mais on n'a pas eu de retour particulier sur la qualité d'eau lors de l'inspection. Enfin, il me semble pas, ça commence à remonter maintenant, c'était il y a 2 ans, mais il me semble pas qu'on ait eu d'événements particuliers là-dessus. Voilà. Parce que c'est vrai que du coup, la Smart Ball roule au fond de la Voilà. canalisation, mais elle est à la limite de flottaison, donc elle n'a pas vocation à racler la conduite. Ce n'est pas du tout un boulet racleur. Donc, il peut y avoir un léger décollement de biofilm, et nous, on arrive à le voir lorsqu'on met le panier. Du coup, on a 2 caméras qui contrôlent le positionnement de la Smart Ball. Donc, c'est aussi un indicateur pour nous quand on voit un petit peu plus de turbidité dans l'eau. Ça veut dire que la Smart Ball arrive, parce qu'en fait, le nuage de la Smart Ball est généré donc, à l'avant du robot. Et c'est pareil sur le pipe diver. On a effectivement les pétales qui servent de voile en fait, à l'intérieur de la conduite. Quand il y a des coudes sur le réseau, ça peut légèrement toucher la paroi, mais le pipe diver lui est centré et testé donc, du coup, en bassin en amont pour avoir la flottabilité la plus neutre et donc la plus centrée à l'intérieur de la conduite. Donc on ne racle pas le biofilm, on est de passage dans la canalisation. Donc c'est pareil, il peut y avoir un léger nuage de biofilm
au début du robot parce qu'il y a une vague en fait, qui est générée à l'intérieur de la conduite. Mais on avait contrôlé ensemble lors de l'inspection et même à l'extraction du pipe diver. Une fois le pipe diver sorti du réseau, il n'y a plus de perturbation du biofilm et c'est complètement transparent pour le tirage ou la distribution de l'eau. Voilà, Une autre j'espère avoir question. répondu à la question. Oui. J'espère. De toute façon, si ce n'est pas le cas, les messages arrivent. OK. Et donc, je vous pose la dernière question parce qu'après, je pense qu'il faudra conclure. Y a-t-il une autre solution technologique proche du pipe diver en cas d'absence d'écoulement assurant la motricité? Alors, on a d'autres robots qui existent à l'intérieur des conduites. Donc, soit la conduite est en eau, pipe diver. Si la conduite peut être dépressurisée ou éventuellement, en tout cas, arrêter le temps de l'insertion, on peut, en fonction des connaissances aussi du réseau, si on a des doutes sur les différentes connexions, on a un outil filaire avec un robot équipé de chenilles qui peut rentrer à l'intérieur de la canalisation. Donc là, on va être sur des conduites de taille légèrement supérieure. On va plutôt effectivement démarrer à partir du 600-700. Et ensuite, on a aussi une autre configuration qui, elle, du coup, est beaucoup plus humaine. Mais là, on est sur des conduites à partir du diamètre 900 seulement. Donc là, c'est un opérateur qui vient pousser un chariot à l'intérieur, je résume, à l'intérieur de la conduite. Donc, si la conduite est accessible et du coup complètement vidangée, c'est une option. Ça peut être aussi l'occasion d'aller faire un contrôle visuel ou de l'échantillonnage. À savoir que sur la partie pipe diver, mais également le robot d'inspection, on a la possibilité de filmer l'inspection, ce qui peut des fois être intéressant lors du contrôle visuel de l'inspection, si le béton de propreté a commencé à craquer ou est-ce que les vannes sont toutes dans un bon état. C'est vrai que le rendu vidéo peut être intéressant, sous réserve d'avoir une turbidité qui nous permet d'utiliser la vidéo, bien évidemment. Bien sûr. Moi, je vous propose de vous donner la parole en conclusion. Delphine, peut-être un dernier mot, et puis Yann, tu feras la conclusion, si OK. ça vous va comme ça. Très bien. Voilà, Delphine, on a eu ce retour d'expérience, vous avez été très précise sur vos retours, mais voilà, un petit mot de conclusion. On a des remerciements pour les réponses apportées aux questions qui ont été posées. Donc, Très bien. voilà. Voilà, quelques mots de conclusion ou de synthèse par rapport à votre expérience au CEDIF, Delphine. Ça a été une bonne expérience. Comme vous avez pu le voir, on en a retiré des bons enseignements. Et effectivement, on est en train de manière générale, je pense à l'échelle nationale, de basculer vers des stratégies beaucoup plus prédictives pour le renouvellement et la gestion patrimoniale des réseaux. Donc, je pense que ce sont des technologies qui sont amenées à se développer et à se multiplier pour justement aller chercher d'une information plus précise avant d'avoir un renouvellement soit curatif, soit préventif à grande échelle. Donc, c'est sûrement des choses qui vont être amenées à se renouveler pour aller chercher de l'information précise à l'échelle des tuyaux. Merci beaucoup, Delphine. Avant de te passer la parole, Yann, pour dire à tous les auditrices et les auditeurs, Éléonore vous a transmis dans le fil de discussion le lien YouTube du film que je crois nous voyons diffuser à l'écran. Merci, Éléonore. Yann, tu as la lourde tâche de conclure. Déjà, merci à tous déjà pour vos nombreuses questions. Vous allez avoir, j'imagine, très certainement mes coordonnées donc, du coup, accessibles sur le site internet. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter en direct si vous avez d'autres questions ou peut-être même certains projets en tête, avec grand plaisir d'échanger là-dessus. Et concernant donc, du coup, la partie plus donc, du coup, inspection des réseaux, c'est vrai que si on prend ne serait-ce que les retours des assises de l'eau, on sait qu'une conduite a entre 50 et 80 ans de durée de vie, c'est une moyenne qui est donnée. Si demain matin, on décide de remplacer tous les réseaux, on arrive, je crois, sur un équivalent de 170 ans de travaux à faire. Donc, ça montre complètement l'intérêt, c'est-à-dire qu'on aurait à peine commencé la moitié, qu'il faudrait déjà recommencer à refaire du coup le renouvellement des réseaux. Donc, dans cette gestion patrimoniale et dans cette philosophie d'optimiser le remplacement et simplement le faire là où il y a réellement besoin de le faire, ça montre du coup tout l'intérêt de ce genre de nouvelles technologies pour aider du coup la gestion patrimoniale des réseaux, que ce soit sous une casquette plutôt curative, parce que c'est vrai que la détection des fuites n'est pas forcément une mince affaire en fonction des milieux urbains, en fonction de l'accessibilité à la conduite. Et après, les nouvelles générations sur la partie plus préventive restent aussi forcément pertinentes pour cette gestion patrimoniale des réseaux. Donc voilà, avec grand plaisir d'échanger avec vous tous, si vous avez besoin
Oui, Un grand merci, Yann. Et lorsque tu disais ça à l'instant, hier, j'étais avec le directeur général France de Suez, d'accord. qui disait que voilà, c'est à peu près 17 milliards envisagés si on devait réviser l'ensemble des réseaux, Mhm. avec juste 300 millions dans le plan de relance de l'État. Donc, autant trouver des solutions techniques alternatives pour aller au meilleur du rendement de nos réseaux. Une dernière question, elle n'était pas prévue. Yann, la Smart Ball, le Pad Diver, on pourra le découvrir et le voir au Carrefour de l'eau à Rennes en janvier. Vous le présenterez? Alors oui, sauf événement spécifique Oui, extraordinaire, on va dire lié à la situation Covid, tout à mais fait. jusqu'à aujourd'hui, effectivement, on est bien présent au Carrefour de l'eau et je serai du coup moi-même personnellement présent sur le stand de Xylem, donc avec grand plaisir de vous y accueillir si vous y passez. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. J'ai reçu un dernier message et vraiment, je voulais vous le partager. Merci à Yvan d'avoir fait ce message. Présentation très pertinente et très professionnelle. Je voulais vous le partager à vous deux, Delphine Ben, merci. et Yann. Merci de C'était l'ensemble de vos Exactement. retours. Voilà. Eh ben, écoutez, vous savez très bien que toutes et tous, vous pourrez revenir vers nos intervenants via la communauté, via des échanges en direct. Merci beaucoup à Delphine, merci beaucoup à Yann, merci Avec beaucoup à plaisir. Clem et au CEDIF d'avoir été présents sur cette matinale et sur ce sujet-là. À toutes et tous, je vous souhaite une très bonne journée. Et pour ceux qui veulent, vous me retrouvez dans 5 minutes dans une autre conférence autour du BIM et de l'aménagement réseau béton. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous. Merci Yann, merci Delphine. À très Merci à bientôt. tous. Au Bonne revoir. journée. C'est bien de te retrouver à Rennes en janvier. Très bien, le rendez-vous Et est pris. Delphine aussi, j'espère que tu viendrais nous voir. Pour Et l'instant, toutes c'est et pas tous. prévu. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. Merci à revoir. tous. Au revoir.